Le Bitcoin fait à nouveau beaucoup parler de lui depuis ce début d'année alors que son prix s'est envolé. Au-delà du prix, de la spéculation, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre en quoi ce phénomène est un marqueur pour notre époque. Le Bitcoin, c'est une monnaie, c'est de la technologie, du numérique, le début d'un rêve libertarien pour certains, l'illustration parfaite du signal faible que l'on regrette de ne pas avoir mieux observé, ou encore pour d'autres, un fantasme, voire même un danger. C'est tout ça à la fois, et il m'a donc semblé important de faire le point sur cet univers assez fascinant de la blockchain et des crypto-monnaies. J'en parle avec Owen Simonin, plus connu sous le pseudo Asher, une des personnes les plus influentes en France sur ce sujet. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast sur les enjeux d'un monde en pleine mutation. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis podcast, sur YouTube et à la newsletter pour recevoir plus de contenu. Et si ces sujets vous tiennent à cœur, parlez-en autour de vous, laissez une note sur Apple Podcast et participez à la conversation en rejoignant la communauté sur sismic.fr. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Asher. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans Sismic. Merci de prendre le temps. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de monnaie, on va parler de Bitcoin, on va parler de crypto et de tout ce qui est en train de changer autour de ces sujets-là et pourquoi c'est des sujets qu'il faut connaître. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer? Alors, je m'appelle Owen Simonin. Je fais des vidéos sur Internet sous le nom d'Asher, justement. C'est le pseudonyme que j'ai utilisé. J'ai commencé en 2016 à démocratiser les crypto-monnaies sur YouTube. Plus au début pour ne pas me sentir seul, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui parlait de ça et j'ai trouvé ma communauté ainsi. Et ensuite, j'ai commencé à développer différentes activités, que ce soit toujours plus de contenu vidéo et d'explications sur Internet, ou alors différentes entreprises qui proposent des produits et des solutions dans cet univers qui est celui de la crypto-monnaie et de la blockchain, qui m'anime tous les jours et qui me fait travailler un peu plus chaque jour. T'as quel âge? 23 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 6 ans. 6 ans, ah oui. J'ai vraiment commencé à me consacrer à temps plein dessus, évidemment, il y a un peu moins de temps que ça, lors de la fondation de ma première boîte qui s'appelle Just Mining, mais c'était déjà il y a 4 ans, en 2017. Ok. Et mes 2 premières années de formation, je m'y suis intéressé personnellement en 2015 et j'ai commencé à me sentir suffisamment capable d'en parler vers 2016, quoi. Parce qu'il y avait à l'époque pas grand-chose d'ailleurs. Aujourd'hui, en une journée, on a au moins de quoi travailler 3-4 jours, alors qu'à l'époque, en une journée, on arrivait facilement à manger 10% du contenu qu'il y avait sur Internet sur les sujets-là, quoi. C'est ça, c'était très, c'était vraiment réservé à quelques personnes qui avaient découvert le sujet. Et, enfin, on va en parler. Donc, on a évidemment beaucoup entendu parler du Bitcoin depuis quelques années. D'abord en 2017, quand c'est devenu vraiment mainstream dans la presse, ça fait le titre des journaux. Parce que le prix du Bitcoin, qui était jusqu'alors un peu considéré comme un joujou pour geek ou une monnaie du darknet pour les trafiquants, etc., on pourra revenir là-dessus, avait fait x20 dans l'année en passant en gros $1,000 à $20,000 avant de retomber un peu plus tard à 3,000. Et puis récemment, on en a à nouveau parlé puisqu'il a fait x10. Le prix du Bitcoin a fait x10 depuis notamment le krach boursier de mars 2020. Et est monté au-delà de 30 000 euros et voire à toucher les $20,000, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, le Bitcoin, c'est assez cyclique, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses mathématiques, on pourra revenir dessus ou non, peu importe, qui font que son prix a tendance à rentrer dans une phase de spéculation où il prend beaucoup de valeur et où il s'apprécie. Ça a été le cas en 2013, en 2017, et c'est quand même ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui en 2021, quoi. Mmh. Donc j'aimerais que tu nous aides, donc à moi et à tous ceux qui vont nous écouter, à mieux comprendre ce phénomène Bitcoin et plus largement les crypto-monnaies et la technologie sous-jacente qui est la blockchain. Tu as déjà lâché le mot. Tout simplement parce que ça commence à compter, ça commence à peser, qu'on peut plus vraiment l'ignorer. On va en parler, on va dire pourquoi. Est-ce que tu peux commencer par définir de quoi on parle? Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Comment ça marche en gros? D'où ça sort, à quoi ça sert, sans trop aller dans le fonctionnement technique, même si c'est intéressant d'avoir quand même quelques bases. D'accord. Alors,
La crypto-monnaie, on va parler de la toute première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. C'est une monnaie qui repose sur la technologie de la blockchain. Et c'est ça la vraie grosse révolution. Bitcoin a apporté la première utilisation, la première application de cette technologie qui selon moi est révolutionnaire et qui est la blockchain. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on parle de Bitcoin avec un petit b, ce sont les jetons qui s'échangent sur la blockchain Bitcoin avec un grand B. C'est une première confusion. On est sur un monde qui est tellement complexe si on commence à changer les sens des mots en fonction des majuscules. Mais il faut savoir que Bitcoin avec un grand B, c'est le nom qu'on a donné à la blockchain des Bitcoins. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie qui incarne la confiance. En gros, pour l'imaginer très très simple, même si évidemment plus je simplifie, plus on perd en qualité dans l'information que je donne, il faut imaginer Uber, mais il n'y a même pas l'entreprise Uber au milieu. Ce sont des particuliers qui rendent des services à des particuliers contre un financement, un échange, et en l'occurrence, quand on prend Uber, un paiement. Mais il faut imaginer que ce serait même pas l'entreprise Uber au milieu, ce serait carrément un logiciel qui mettrait en contact et qui protégerait ces particuliers pour qu'ils se rendent des services entre eux. Eh bien, c'est ça la blockchain. Pour faire un parallèle avec ce que les gens connaissent déjà sous le nom de l'ubérisation, on peut prendre le même parallèle avec Airbnb. Mais encore une fois, dans Uber et Airbnb, il y a quand même une entreprise qui tire du profit au milieu de ce système. Là, la blockchain ne tire pas. Comme tiers de confiance, c'est ça ? Exactement. Et là, le Bitcoin, lui, ne demande pas le tiers de confiance, puisqu'il s'occupe et il garantit cette confiance entre particuliers. Il y a, si tu m'envoies un Bitcoin aujourd'hui, tu vas m'envoyer un Bitcoin. La blockchain Bitcoin va sécuriser cette transaction, ce qui fait que quand moi je vois que j'ai reçu mon Bitcoin, j'ai pas peur que tu me le reprennes, tu pourras pas faire demi-tour ou l'annuler. C'est pas juste un point ou un score sur un site internet. C'est un vrai Bitcoin que je peux vérifier sur la blockchain, il est bien arrivé sur mon portefeuille à moi. Plus de retour en arrière possible. Et toi, le Bitcoin a quitté ton compte et il a été, on va dire, soustrait de ton compte pour être additionné au mien grâce à la technologie de la blockchain qui elle-même est mise à jour, elle est développée, elle est sécurisée par d'autres particuliers que nous, qui sont ce que l'on appelle des mineurs de crypto-monnaies. Pour faire très simple, ce sont des ordinateurs qui vont faire des calculs toute la journée pour mettre à jour, sécuriser et garantir, on va dire, l'intégrité de ce système. Oui, donc on comprend bien c'est une technologie qui est révolutionnaire parce que ça a énormément d'implications. Alors, on va pas parler que de la blockchain, on va plutôt parler de l'aspect monétaire qui m'intéresse aujourd'hui. Mais ça a beaucoup d'implications parce que justement, on peut imaginer des applications un peu partout là où il y a des tiers de confiance qui sont chargés aujourd'hui de garantir la validité d'un échange. Par exemple, quand on achète un appartement, on a un notaire qui va dire OK, je garantis que cet appartement appartenait bien à monsieur X et que je valide le fait qu'il appartient maintenant à monsieur ou madame Y. Et on a une technologie de chiffrage en fait qui est décentralisée, qui permet de remplacer tous ces tiers de confiance. Donc on imagine plein d'applications. Tu peux juste en citer quelques-unes au-delà de cette monnaie qui est évidemment ce qui représente plus que c'est là où on met plus de confiance aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent ? Alors, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que c'est exactement comme si je vous demandais de me citer quelques sites internet. Vous en avez tellement qui vous viennent en tête et surtout qu'à par rapport à internet où on sait lesquels sites sont les plus utilisés aujourd'hui, peut-être que dans 5 ou dans 10 ans, les blockchains les plus utilisées, elles existent même pas encore. Donc c'est très compliqué pour moi de donner des bons exemples parce que ce sont des bons aujourd'hui en janvier 2021. Mais il faut comprendre qu'il y a peut-être. Voilà, des applications. Il y a 2 grosses catégories et ça faut le comprendre. Il y a les blockchains qui règlent des problèmes et qui sont des applications dont le but est d'apporter une solution à un problème qui n'en avait pas encore, de la vie de tous les jours. Là, je vais vous donner quelques exemples. Et il y a la deuxième catégorie qui sont des blockchains juste pour améliorer la blockchain. En gros, comme c'est le début de la technologie, il y a des gens qui essayent pas d'utiliser la blockchain pour régler un problème. Ils sont là pour dire, bon, moi je pense que je peux faire une blockchain encore plus rapide que les autres, une blockchain qui consomme encore moins, une blockchain qui est encore plus sécurisée. Donc faut comprendre que comme c'est le début, il y a vraiment 2 grosses catégories de projets et que l'une de ces catégories qui est vraiment en expansion en ce moment et qui draine d'ailleurs une grosse partie des flux d'investissement, ce sont les blockchains qui sont là juste pour améliorer, révolutionner la blockchain. Okay. Et dans ces applications, je pourrais par exemple citer Chiliz, qui est une application dans le monde du sport, qui par exemple va donner un droit de gouvernance aux fans des clubs de football qui l'ont. Je donne un exemple très simple, le PSG token,
donc le jeton du Paris Saint-Germain, qui a été créé par l'entrepreneur qui a fondé Chiliz, donc tout l'écosystème des jetons des clubs de foot, eh bien, c'est un jeton, quand on l'achète, on a un pouvoir de décision. Alors, pas sur le club, pas sur la gestion financière du club, mais par exemple, si j'ai 10% des PSG Coins en circulation, eh bien, si demain le Paris Saint-Germain fait un sondage pour savoir quel joueur va aller voir les visiteurs dans les loges, eh bien, j'aurai 10% du droit de vote pour choisir ce sera lequel. C'est un token d'engagement sur une activité sportive qui redistribue un petit peu de la gouvernance aux fans pour qu'ils soient plus que de simples fans. Ça, c'est un exemple dans le monde du foot. Et je pense que tu pourrais me donner n'importe quel domaine, je pourrais te donner une application dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as à l'origine aussi de la blockchain, et après, encore une fois, on va revenir sur la monnaie, il y a cette idée un peu libertarienne de décentralisation aussi d'un certain nombre de processus qui aujourd'hui sont centralisés justement via des tiers de confiance, et que c'est ça aussi, cette idée qui alors que on va voir aussi comment c'est en train d'évoluer, mais est-ce que c'est toujours au fondement de ce que tu vois émerger? Alors oui, on voit que c'est les valeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin, bien que technologiquement il y a plein de blockchains qui fassent au moins aussi bien son travail, mais Bitcoin reste numéro 1 pour moi pour deux raisons. Premièrement, c'est le plus immuable, car c'est le plus gros, c'est le plus solide. Et c'est devenu une boule de neige inarrêtable en quelque sorte. Il a un meilleur temps d'uptime, donc temps de fonctionnement, que Google sur les 12 dernières années. Donc c'est assez affolant. Bitcoin est vraiment une bonne preuve de ça, et surtout il incarne les valeurs. À la base, en 2008, c'est lors de la crise des subprimes. Donc qu'est-ce que c'est la crise des subprimes? C'est un abus des banques qui s'est un peu généralisé dans le monde entier, et les gouvernements n'avaient que deux décisions. Soit elles laissaient les banques faire faillite, mais à ce moment-là, autant dire que les banques coulaient avec l'argent des particuliers, hein. Et puis si on passe un coup de fil en mode tout l'argent que vous avez chez nous, vous l'avez plus, au revoir, il y a des familles qui ne s'en seraient pas relevées. Soit les gouvernements allaient décider de renflouer les banques. Avec quel argent? Bien entendu, l'argent des contribuables. Et donc il y a quelqu'un qui s'est dit, mais en fait on est perdant ou perdant dans cette histoire. Pourquoi? Parce que tant qu'on continuera à faire confiance à des êtres humains, on s'exposera aux failles de l'être humain. Ça, c'est aussi simple que bonjour. On n'a pas le choix. Tant qu'on fait confiance à des tiers, ces tiers peuvent abuser. Et quand ce sont les banques, qui sont quand même des tiers qui sont normalement censés représenter beaucoup de rigueur et beaucoup de stabilité, si c'est elles qui abusent et que les gouvernements n'ont tellement pas de solution que de les renflouer, on est dans un système où on s'en sortira jamais. Et du coup, ce Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui est derrière, hein, c'est peut-être un groupe de personnes, c'est peut-être juste une entité. Eh bien, cette personne, ce groupe, dit mais qu'est-ce qui se passe si demain on peut plus communiquer? Et on parle pas que d'argent. On parle si on peut plus rien s'échanger avec de la confiance. On peut pas retourner au troc aujourd'hui en 2021. Un électricien peut pas échanger de l'électricité ou de la compétence de raccordement contre du pain à un boulanger. Et encore, c'est l'une des multiples problèmes qui se présenteraient. Il y a plein d'autres issues. Mais il y a quelqu'un qui se dit il nous faut une technologie aujourd'hui. L'humanité est trop avancée pour ne pas avoir une technologie qui nous permet d'échanger de particulier à particulier, de pair à pair, en peer-to-peer, comme on dit, de s'échanger quelque chose de façon totalement immuable, inarrêtable, et sans qu'aucune banque, aucun organisme supérieur puisse nous bloquer, nous geler, nous interdire cet accès, cette communication et cet échange entre nous. Et ils ont commencé à bosser sur un white paper, donc un papier blanc. C'est un peu, on va dire, le fondement de tout projet dans la blockchain. On dit qu'il y a le white paper du projet. Et le white paper du Bitcoin s'appelait à l'origine Electronic Peer-to-Peer Electronic Cash System. En gros, c'est vraiment un moyen d'échanger du cash électronique entre particuliers. C'était le premier concept qui a évolué en Bitcoin. Bit 0, 1, les octets, quoi. On est revenu à ça, puis la monnaie d'Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas, comme tu dis, qui est à l'origine de ça. On ne sait toujours pas. Tout à fait. Et que ça fait aussi qu'il y a tout ce mystère en fait qui est autour et qui fait que c'est un phénomène qui a été très incompris, et qui est toujours très incompris par le grand public en fait, y compris par les médias qui en parlent. Est-ce que pourquoi on parle bien plus, tu l'as dit, c'est l'origine en fait des crypto-monnaies, mais pourquoi on parle toujours bien plus du Bitcoin que des autres? Qu'est-ce qui le caractérise et qui en fait en quelque sorte l'étalon des autres crypto-monnaies, qu'on appelle aussi altcoin, et qui fait qu'il est si particulier? Alors, je pense qu'on pourrait donner plein de réponses différentes à cette question.
Mais ce qui fait qu'il, pour moi, il est conservé par tout le monde, et même ceux qui ont créé une blockchain qu'ils considèrent comme plus performante que Bitcoin, selon leurs critères, même ces gens-là conservent du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que c'est la seule qui est vraiment immuable de par sa taille. Il y a encore beaucoup d'expérimentation, il y a encore beaucoup d'avancées, mais le Bitcoin, lui, ça fait 12 ans, il tourne, il marche. Ok, des fois les frais sont chers parce que le réseau est surchargé. Ok, on doit des fois utiliser des surcouches logicielles pour le rendre encore plus scalable et utilisable. Mais en attendant, il tourne, il fonctionne et jamais personne n'a mis la main dessus. Et même quand des gens auraient pu, de par leur puissance informatique, parce que ça c'est encore tout un autre sujet, mais auraient pu, parce qu'ils avaient suffisamment de mineurs, prendre le contrôle du réseau, ces personnes-là elles-mêmes ont été montrées du doigt, parce que c'est un réseau qui est transparent, et ces personnes elles-mêmes ont diminué leur capacité à contrôler le Bitcoin pour que ça reste totalement autonome. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que déjà ce système, même si quelqu'un arrivait un jour à en abuser, on pourrait le voir. Car il est, même s'il a toujours été immuable jusqu'à présent, même s'il ne l'était plus, on pourrait le voir, et donc on n'aurait plus confiance en lui, et donc il perdrait sa valeur. Et donc Bitcoin, c'est celui qui n'a jamais fait de petits détours. Et la seule fois où il a eu un bug vraiment mortel, c'est la communauté qui s'en est rendu compte, c'est la communauté qui l'a réglé, c'est la communauté qui est revenue en arrière pour le corriger et qu'il puisse continuer son fil. Donc en plus, il a prouvé une résilience aux problèmes, parce que comme toute technologie, il peut rencontrer des problèmes. Quand il y en a eu, c'est sa communauté qu'il a développée, qu'il a rendu plus scalable et qu'il a amélioré. Comme si c'était vraiment il était en autopilote, et ça arrange bien tout le monde, parce que c'est sa valeur qu'il soit en autopilote et qu'il se contrôle sans que personne ne le gouverne. C'est ça, donc ça n'appartient à personne, on ne sait pas qui l'a créé, mais en fait c'est quelqu'un qui a bien travaillé, qui n'a plus le pouvoir dessus finalement, puisque ça n'appartient pas à un petit groupe qui aurait son contrôle ou qui aurait le code de départ et qui pourrait en faire quoi que ce soit. Tout à fait. Et ça a été conçu comme ça, justement, avec cette idée, tu l'as très bien expliqué aussi, de créer quelque chose qui soit inviolable et qui ne puisse pas être manipulable, qui soit pas hackable, etc. Et c'est aussi pour ça que certains comparent le Bitcoin à une valeur refuge, comme pourrait l'être l'or, dans laquelle on place de la confiance, qui d'ailleurs n'est pas forcément quelque chose de tangible non plus. Mais dont le stock disponible quelque part n'est pas contrôlé ou contrôlable par un État ou l'institution. Est-ce que tu peux expliquer cette idée de valeur refuge qui peut être quelque part contre-intuitive quand on pense à un asset virtuel? On dit mais ça n'existe pas finalement, alors que l'or je peux le toucher. Enfin, tu vois, rien. Alors, il y a déjà quelque chose à comprendre. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition. Pour beaucoup, c'est une valeur refuge, mais pour beaucoup, une valeur refuge, c'est pas une valeur sur laquelle il y a beaucoup de volatilité et sur laquelle il y a beaucoup de spéculation. Et c'est le cas de Bitcoin. Bitcoin est jeune, il y a peu de volume. La crypto-monnaie en général, toutes les crypto-monnaies réunies, c'est à peu près 1 milliard de dollars. Enfin, 1000 milliards de dollars, excusez-moi. Ouais, 1 trilliard. Ouais. Il y a à peu près 1 trilliard. Il y a un an et demi, on était descendu à 300 milliards. Donc on en était loin. Et donc forcément, quoi qu'on fasse, si quelqu'un, un riche milliardaire, vient et achète 20 milliards de Bitcoin là, maintenant, tout de suite, il va faire exploser le prix. Tout comme quelqu'un qui vient et qui en vend une grosse quantité va faire baisser le prix méchamment. Et rien que pour ça, beaucoup de gens disent que ce n'est pas une valeur refuge pour le moment. Et je le comprends. Parce que c'est vrai que la valeur refuge, même l'or qui peut quand même swinguer à certains moments, c'est des valeurs qui sont connues pour ne pas perdre 40% de leur valeur en une journée. Ça pourrait être le cas de Bitcoin, mais simplement parce qu'il est jeune. Pour moi, Bitcoin peut devenir, même en accordant tout le monde, là je veux dire, la valeur refuge. Même si pour certains, et notamment les technophiles, on le voit devenir. Car ce sont ces valeurs qui font qu'ils se prononcent comme proposant un plan B inarrêtable et immuable en fait. Et si tout s'arrête autour de nous, si tout se ferme, si on nous donne plus le droit de payer, plus le droit d'avoir, plus le droit de conserver notre valeur, Bitcoin, lui, sera notre dernier garant. Et c'est ça qui est incroyable. Alors, ouais, tu peux développer un petit peu... Tout à fait. Pourquoi, ouais. Alors, pourquoi valeur refuge aussi ? Parce qu'il est limité. L'or, c'est pas un métal très résistant. Ok, c'est beau, on en fait des bijoux, il est précieux, d'accord ? Il y a une quantité d'or qui est limitée sur la planète, mais on n'a jamais vu une armure en or. Autant avoir un bon Kevlar sur soi ou un bon métal qui est beaucoup moins cher mais qui est beaucoup plus résistant. L'or, c'est vraiment sa rareté. Le fait qu'on sait qu'il est unique, on sait qu'il est précieux, et c'est pour ça qu'on en veut, en quelque sorte. On sait que personne, aucune banque, aucun système ne va pouvoir d'un coup diviser par 1000 le prix de l'or. Parce que c'est le métal qui en lui-même, sur notre planète, est précieux.
Eh bien, le Bitcoin lui-même a une quantité qui est limitée. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions en circulation. Jamais. Ça suit une règle mathématique qui était très simple. Il y avait au début 50 nouveaux Bitcoins toutes les 10 minutes. Ces nouveaux Bitcoins étaient distribués, en plus des frais de transaction, aux fameux mineurs qui sécurisaient les échanges des monsieur, vous et moi en quelque sorte. Nos différents échanges à nous, en plus des commissions, on avait ces nouveaux Bitcoins qui étaient générés. 4 ans après, on est passé à 25 au lieu de 50 toutes les 10 minutes, puis ensuite 12,5, et là on est à 12,5 divisé par 2, 6,75 si je dis pas de bêtises. Alors, Et je te donc, coupe peut-être pour oui, faire une toute petite digression sur les mineurs. bien sûr. Pour nous dire ce que c'est en fait. Ce sont ceux qui... D'ailleurs, j'aime bien le mot mineur parce que ça dit bien ce que c'est. C'est-à-dire qu'on travaille pour extraire du Bitcoin en faisant tourner des machines. Tout à fait. C'est le nom qu'on leur a donné justement par rapport à l'or au départ. Un mineur de crypto-monnaie, c'est un ordinateur. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un ordinateur très spécialisé avec des caractéristiques particulières. Ne pensez pas que vous pouvez le faire avec votre ordinateur portable, en tout cas pas sur Bitcoin. Et c'est un ordinateur qui va travailler, faire des calculs pour sécuriser la blockchain. En gros, c'est lui qui va garantir, lui et le calcul de tous les autres. Je peux rentrer un peu dans le détail, mais il va nous falloir un bon 10 minutes si je veux expliquer vraiment comment ça marche. Mais pour rester très large, ce sont les mineurs de crypto-monnaie qui fournissent la puissance de calcul nécessaire au réseau pour garantir son intégrité et être bien sûr et certain que personne ne le dirige et personne ne prenne l'ascendant sur les transactions. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un prendrait le contrôle de ce système, il pourrait en gros dire que le Bitcoin qu'il a envoyé à Monsieur B est resté dans son portefeuille même s'il l'a envoyé. C'est ce qu'on appelle la double dépense. Et c'est ce qui fait très très peur dans le monde du Bitcoin. Le seul moyen d'en arriver là, ce serait de prendre 51% de la puissance du réseau et de la contrôler. C'est quasiment et techniquement irréalisable aujourd'hui. Même pour Facebook, Twitter et Amazon ensemble, ils ne pourraient pas avoir 51% du réseau Bitcoin. Et c'est pour ça que la taille du Bitcoin est aussi importante. Aujourd'hui, le Bitcoin est vraiment immuable, alors que dans ses débuts, quelqu'un qui décidait de mettre beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de puissance de calcul à l'époque où très peu de gens s'y intéressaient, il aurait pu avoir 51% de ce système. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est ça qu'il garantit. Alors, je te laisse reprendre sur l'idée de valeur refuge avec cette idée qu'il y a un nombre limité à 21 millions. Ouais. Voilà. Et comme du coup, ces mineurs-là, par un processus assez complexe, garantissent le fait que le réseau est immuable et qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins, faut vraiment se dire que c'est comme de l'or numérique. Il n'y en aura pas plus. Et même l'or, on pourrait trouver des mines qu'on n'avait pas encore trouvées jusqu'à présent. Le bitcoin, on ne trouvera pas de nouvelles mines de bitcoin. Il y en a 21 millions. Il y en a 21 millions. Dans les 21 millions, il y en a 19 millions qui ont déjà été extraits, si je dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier tout de suite le chiffre exact. Il y en a 18 600 000 en circulation. Et on va se rapprocher petit à petit à 21 millions. En fonction de toutes les 10 minutes, il y a des nouvelles transactions qui passent et il y a environ 6,75 bitcoins qui sont libérés. D'ailleurs, pour faire un parallèle énorme sur ce qui se passe tous les 4 ans et qui augmente le prix du bitcoin, alors il n'y a pas que ça évidemment, il y a tout plein de mécanismes financiers et spéculatifs autour, mais c'est l'événement qui rythme généralement cette augmentation qu'on a connue en 2013, en 2017 et en 2021, c'est le halving day. La minute à partir de laquelle il y aura 2 fois moins de nouveaux bitcoins distribués sur le réseau à chaque transaction. Donc, depuis quelques mois, le bitcoin a connu cette nouvelle hausse qui lui fait dépasser les 40 000 $ de valorisation. Je voudrais que tu continues là-dessus. Comment on explique ça? Et est-ce qu'il y a un lien aussi, donc il y a un lien avec ce halving day dont tu as parlé, mais est-ce qu'il y a un lien avec les mouvements qu'on observe par ailleurs sur les marchés financiers ou sur la dette, sur les monnaies qui continuent d'être imprimées via du quantitative easing, etc. Alors, tout à fait. Déjà, on ne se rend pas compte de la dévaluation d'une monnaie parce qu'on n'a pas la supply en tête, pour faire simple. Si demain on imprime 20% de dollars en plus, théoriquement, le dollar vaut 20% de moins. On ne peut pas simplement en imprimer. Alors évidemment, l'impression de nouveaux billets ne justifie pas l'inflation directe. C'est bien plus complexe que ça, j'en ai conscience. Mais le fait qu'on puisse créer encore et encore de la monnaie, qu'elle ne soit pas limitée et qu'on ait nos processus qu'on utilise un petit peu à notre guise, notamment les établissements bancaires pour s'en sortir, ça fait naturellement qu'on ne peut pas maîtriser parfaitement sa valeur. Le Bitcoin, on sait qu'il n'y en aura pas de nouveau. On n'en imprimera pas. Et c'est ça qui fait que déjà, ça lui donne une valeur, une garantie, et on sait qu'on va mettre quelque chose de côté. Et on sait en plus que tous
toute sa valeur vient du fait qu'on lui fait confiance et qu'il est rare, et on sait que sa rareté ne changera pas, il restera tout aussi précieux qu'il l'est aujourd'hui. Et donc forcément, rien que ça, c'est un début de réponse pour le placer dans les valeurs refuges. Après, pourquoi son prix a augmenté? Il y a plusieurs raisons. Déjà, le fait que je parlais de ce fameux cycle, généralement, c'est quelques mois après le halving day, donc quelques mois après que le Bitcoin se raréfie et qu'il y ait 2 fois moins de nouveaux Bitcoins émis tous les jours. Et donc, en gros, qu'on ralentisse la vitesse à laquelle on se rapproche de ce fameux 21 millions de Bitcoins en circulation. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a presque 19 millions des Bitcoins qui ont été émis, soit 90% des Bitcoins qu'il n'y aura jamais. Et c'est sans compter qu'il y a des gens qui en ont perdu. Ils ont perdu leur mot de passe, ils les récupéreront pas. Donc sur les 19 millions qu'il y a déjà en circulation, on sait qu'il y en a 3 ou 4 millions qui sont plus accessibles. Et donc on se rend compte qu'il a une rareté folle et on pourra pas modifier, on pourra pas en rajouter. Du moins pas sans un consensus commun où tout le monde et les gros utilisateurs de Bitcoin ne voteront jamais quelque chose comme ça. Et donc ça se comprend que c'est ce que tu as déjà développé, c'est une valeur refuge, mais pourquoi tout d'un coup, tout le monde commence à s'y intéresser? Et on voit qu'il y avait une première bulle qui avait explosé. Est-ce que c'est parce que les gens ont peur par ailleurs et réagissent comme ils le feraient avec de l'or en disant « Oh là là, les monnaies, il y a un risque sur les monnaies parce qu'on fait beaucoup, on en imprime beaucoup, donc peut-être qu'à terme, il y a un risque sur le système bancaire ou une dévaluation. Donc, je vais là-dessus. » Ou alors, est-ce qu'on est sur un phénomène de pure spéculation avec, je sais pas, des manipulations de marché comme certains peuvent le penser ou est-ce que c'est purement technique? Alors, il doit y en avoir un petit peu. Il y a de la tech, il y a de la manipulation de marché sur un marché aussi large et aussi décentralisé. C'est que de l'être humain qui dirige derrière, donc il y a sûrement des abus. Mais pour moi, il y a quand même 3 gros axes. Premièrement, le fait que ça y est. Le premier point pour moi, c'est l'usage. Bitcoin a montré son utilité. Le message qu'il a voulu apporter à l'humanité en mode regardez ce qu'on peut faire avec une technologie décentralisée. Ce message-là a été souvent surprenant, les gens n'y voyaient pas trop l'intérêt. Maintenant, il y a plein de projets, il y a plein d'usages qui sont en train d'arriver. Donc, il y a plein d'acteurs et d'entrepreneurs qui développent des solutions et qui prouvent que cette technologie était nécessaire et qu'elle peut régler des problèmes qui n'avaient pas de solution jusqu'alors. Rien que ça, déjà, c'est une preuve que c'était pas de la foutaise. C'est utile. Pour moi, c'est le premier point. Donc là, tu parles de la blockchain en général. Voilà, et c'est le premier point, la blockchain c'est ce que Bitcoin a apporté, et c'est la seule courbe qui n'a jamais baissé chez Bitcoin. Chaque jour qui passe, il y a plus d'utilisation dessus. Chaque jour qui passe, il y a plus de projets, il y a plus de crypto, il y a plus d'utilité. Cette courbe, elle ne fait que monter, elle ne descend jamais. Donc ça, c'est ce qui fait qu'au fil du temps, mine de rien, il prend de la valeur. Le deuxième point, c'est son adoption. Aujourd'hui, des géants s'y mettent. C'est-à-dire qu'on a des mastodontes, Amazon, Facebook, des fonds d'investissement, PayPal qui, mine de rien, s'est fait juger et critiquer dans les années 2000. En 1998, ils créaient PayPal et ils annoncent que la monnaie sera un jour numérique et qu'on doit pouvoir échanger instantanément de la valeur sans perdre 3 jours sur des comptes en banque. Ils sont traînés dans la boue, ils sont traités comme des fous. Et PayPal aujourd'hui est l'un des numéros 1 mondial de l'échange de valeurs numériques. Et à côté de ça, PayPal en 2020, j'allais dire 2021, mais il y a quelques mois, PayPal a annoncé que PayPal allait accepter l'achat, la vente de crypto-monnaies et que toutes les personnes qui avaient PayPal sur leur site allaient eux aussi s'ouvrir malgré eux. Just Eat, on peut payer en Bitcoin sur Just Eat. La plupart des gros sites internet, et puis quitte à saisir également un monstre d'internet, Pornhub, qui drive à lui seul un pourcentage des échanges internet dans le monde, accepte plus que le Bitcoin parce que ces banques lui ont tourné le dos. Et Pornhub a montré au monde entier, nous, on nous a enlevé notre droit d'avoir et d'échanger de la valeur, on se tourne vers la dernière solution que nous avons, la dernière qui ne nous tournera pas le dos, Bitcoin. Et donc de fil en aiguille, et même si cette anecdote-là est un peu particulière, il y a une vraie adoption aussi bien des particuliers que des géants qui l'acceptent. Et le dernier point, après l'usage et l'adoption de ces géants, c'est la régulation. Il y avait un flou, c'était peu connu, on ne pouvait pas tracer les bitcoins car c'était pseudonyme, on ne savait pas qui y avait derrière les adresses, et maintenant ça a été plus ou moins cadré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de blanchiment d'argent par rapport au dollar ou à l'euro sur Bitcoin, puisqu'on sait tout ce qui se passe derrière, puisque maintenant on a l'identité des personnes qui échangent et qui utilisent cette technologie, et maintenant elle est encadrée légalement. Donc tous les gens qui avaient peur, notamment également les gros fonds, qui n'osaient pas aller dans cette technologie, aujourd'hui ils vont car ils savent qu'elle est légale. Et ça fait beaucoup pour beaucoup de personnes qui essayent, mine de rien dans ce monde, de suivre les règles qu'on nous impose. Donc là, si je comprends bien, en fait, on est sorti de ce phénomène de bulle. Alors, il va évidemment y avoir toujours des mouvements parce qu'il y a toujours de la spéculation.
Mais si toi, tu vois ça vraiment sur le long terme et tu te dis que ça s'institutionnalise, tu as parlé du fait aussi que sur le long terme, ça selon toi, ça allait devenir... ça pouvait devenir quelque chose de très stable vers lequel justement on se réfugie comme une alternative aussi à des monnaies qui dévisseraient, etc. Est-ce que ça peut vraiment devenir sur le long terme une monnaie d'échange, quelque chose qui puisse être divisé aussi, puis tu as dit qu'il y avait un nombre limité, mais je sais qu'aussi on peut diviser Tout à fait. On peut diviser l'or par gramme, etc. Est-ce que ça pourrait devenir une monnaie qu'on s'échange, et quels seraient les obstacles à ce que ça puisse se réaliser? Alors, c'est tout à fait possible, hein. Le Bitcoin est totalement divisible. C'est 0,00000, bref, 7 zéros derrière et un 1. L'unité, c'est le Satoshi, pour rendre hommage à son fondateur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est totalement divisible, et qu'en plus de ça, le jour où le Bitcoin atteindrait un prix déraisonnable qui fait que même sa plus petite unité aurait une grosse valeur, je vois pas comment c'est possible. 8 chiffres derrière la virgule, ça fait quand même un très très gros Bitcoin pour que ce soit une trop grosse valeur. Par rapport à 1 euro, par exemple, ça ferait un Bitcoin très très valorisé. Je crois que ça ferait 10 ou 100 millions de Bitcoin de tête. Mais même si on arrivait là, je pense que c'est l'un des votes que la communauté serait capable de prendre. Rajouter 3 zéros derrière et faire des fractions de ces fractions déjà existantes sur la blockchain pour rendre ça échangeable encore plus. Il y aurait aucun souci. Le seul problème qu'on aurait aujourd'hui, c'est pour utiliser le protocole de base, le protocole Bitcoin, qui lui, mine de rien, repose sur une technologie un petit peu ancienne, qui n'est pas suffisamment scalable pour que 4 milliards d'êtres humains l'utilisent. En tout cas, pas le protocole de base. Il y a déjà des surcouches, donc des solutions logicielles, je pense notamment au Lightning Network, qui va permettre de désengorger le réseau, de payer beaucoup moins de frais de transaction en mutualisant en quelque sorte les canaux de la blockchain Bitcoin, et en diminuant drastiquement le nombre d'échanges qui sont faits dessus, du moins en les optimisant. Et rien que ça permet d'échanger des bitcoins beaucoup plus vite, de façon tout autant sécurisée, et avec beaucoup moins de frais. Donc oui, c'est tout à fait envisageable, et même si c'est pas encore adopté aujourd'hui et que les solutions qui se développent sont un petit peu dans les débuts, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques erreurs à améliorer, c'est tout à fait viable de voir Bitcoin qui deviendrait l'une de ces monnaies de paiement, en plus d'être une valeur refuge. Parce que contrairement à l'or, on pourrait facilement l'accepter partout, quoi. Oui, et puis du coup, ça serait cette espèce de rêve inaccessible d'avoir quelque chose qui ne dépendrait de personne, d'aucun État, qui serait stable, qui puisse être échangé partout de manière instantanée. C'est aussi la grande spécificité de ce Bitcoin, c'est que ça permet de faire des transferts de monnaie partout dans le monde instantanément. Quasiment instantanément, mais sans passer par des institutions justement. Donc ça, il y a ce scénario qui existe, qui paraissait inimaginable jusqu'à ce qu'une technologie soit là, d'avoir une espèce de monnaie mondiale qui ne fluctue finalement très peu. Tout à fait. Et en fait, je voudrais revenir là-dessus parce que il y a les smart contracts donc, qui ont été apportés par une autre crypto-monnaie qui s'appelle Ether, qui permet de faire ce genre de choses-là. En fait, on peut déjà le faire sur Bitcoin, mais c'est beaucoup, beaucoup moins accessible car trop complexe. Mais c'est faisable. D'un point de vue technique, la faisabilité est la même. Et aujourd'hui, sur le réseau Ether, on peut échanger, moi je peux échanger mes Ethers contre des USDT, qui est un stablecoin, donc une crypto-monnaie qui reste stable au prix d'$1 par jeton. Je peux les échanger ensuite en Polkadot, qui est une autre crypto-monnaie sur une autre type de blockchain. Et je peux faire tout ça de façon décentralisée, sans passer par une banque, sans passer par un organisme qui avait jusqu'à présent les clés de cette fameuse échange de monnaie, quoi. Et le truc qui est fou, c'est que la blockchain, encore une fois, il y a des domaines qu'elle va faire évoluer, elle va améliorer, et il y a des domaines qui vont être révolutionnés grâce à la blockchain. Quand je parle d'évolution, c'est un bel exemple de citer Chiliz, qui permet par exemple de donner plus de gouvernance aux fans d'un club en lui donnant plus de décisions. C'est une évolution. Alors que dans le monde de la finance décentralisée, c'est une révolution. Parce que on connaissait tous les problèmes et tous les déboires du monde de la finance. Depuis des années, ça fait bien plus de 10 ans qu'on connaît les limites de ce système. Mais le seul moyen d'en enlever les problèmes, c'était d'enlever la confiance qu'on devait donner à un tiers. Et on n'avait pas d'outils. L'humain n'avait pas d'outils pour enlever ce tiers-là. Et la blockchain permet du coup d'apporter une solution là où même en connaissant le problème, on ne pouvait pas apporter cette solution-là. Alors, battre monnaie est une des prérogatives des États historiques. Il y a un des fondements de leur puissance. Enfin voilà, depuis qu'il y a des civilisations, depuis qu'il y a des empires qui sont créés, la monnaie était quelque chose de contrôlé très très près.
Et les États puissants sont ceux capables d'avoir dans le temps une monnaie stable, mais aussi donc d'être capables de piloter le cours de la monnaie. Et on peut imaginer que les États n'aiment pas du tout l'idée d'avoir une monnaie décentralisée, comme le Bitcoin, qui permette aux gens d'échanger hors de leur contrôle. Et on voit d'ailleurs le régulateur tenter parfois d'adresser le sujet, plus ou moins habilement selon les pays, on pourra en parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire des craintes qu'ont les États aujourd'hui sur les crypto-monnaies, ce que ça implique pour eux, pourquoi sont ces craintes, et comment ils réagissent? Est-ce qu'il y a un risque de voir demain finalement les États interdire les cryptos? Est-ce qu'ils le peuvent d'ailleurs? Alors, l'interdire légalement, ils le peuvent. Il suffit de faire une loi, et déjà on va ranger pas mal d'êtres humains qui vont essayer de se tenir du bon côté de la case et qui vont essayer de rester dans les clous. On peut également traquer ceux qui l'utilisent. Mais pour l'interdire techniquement, à part enlever Internet aux citoyens, et là, de toute façon, on a déjà les gens dans les rues, hein. On enlève Internet, c'est fini, hein. Mais le seul moyen, c'est de leur enlever techniquement un accès au réseau. Il n'y a pas d'autre moyen. Et même si on leur donnait, il n'y aurait aucun moyen de fliquer, vraiment, et de vérifier s'ils le font. Donc, ce serait une opposition très violente. Et surtout, l'État peut prendre des décisions aussi grosses, le gouvernement, désolé, je fais l'amalgame entre les deux termes qui ne sont pourtant pas du tout, qui n'ont pas la même signification, et la complexité, c'est que prendre une décision qui est rude, qui s'impose à toute la population, mais avec des bonnes raisons, c'est faisable. Alors que interdire Bitcoin simplement parce que ça menace la façon qu'on a nous de gérer la monnaie, ce serait pas entendu. Et en fait, c'est pas entendable par le peuple. Les gens vont dire non, c'est une liberté que vous nous enlevez. Vous nous enlevez une liberté parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. Et c'est la seule raison qui fait que vous nous l'enlevez, parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. C'est dur. J'avais un homme de mon réseau que je respecte beaucoup, qui est un gros entrepreneur, qui me dit, tu sais, le meilleur régime politique qui n'existe pas, ce serait une monarchie, une dictature bienveillante et éclairée. Mais c'est toujours pareil, quand on a un dictateur, il est rarement bienveillant et éclairé. Et donc bon, c'est un juste milieu. Et là, c'est exactement la même chose. Là, c'est un système autonome qui permettra à tout le monde d'avoir des droits immuables. Et le gouvernement pourrait se défendre en disant on va l'interdire car ça nous enlèverait, nous, notre droit de contrôle et notre droit de gestion. Mais pas pour une vraie raison, simplement parce que ça leur enlèverait un contrôle sur les gens. Mais bien et sûr, les gens pourraient dire pourquoi vous auriez besoin de ce contrôle sur nous. Mais tu vois ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans l'opinion publique générale, celle qui serait prête à aller dans la rue, enfin l'opinion publique large, il y a quand même un grand désintérêt, une grande méconnaissance de ce que c'est. Il y a très peu de gens qui possèdent du Bitcoin, etc. Donc on est encore à ce stade où demain, un État pourrait dire oh là là, je vois monter le truc, je vois le danger par rapport à la souveraineté, donc je vais interdire ce truc-là tant que ça concerne très peu de monde. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà le cas quelque part dans certains pays, où tu vois émerger ce risque et grandir ce risque? Je crois qu'il y a des pays qui l'avaient interdit. En tête, j'ai le Maroc, j'ai l'Inde, mais qui sont revenus dessus assez rapidement, et c'est une minorité. Et le truc qui est dur, c'est que si un État l'interdit, il serait seul pour l'instant. Et comme la plupart des États, en plus de ça, ont créé une régulation allant dans le sens de l'acceptation de cette monnaie, très dur d'aller voir des entrepreneurs qui se sont pliés en quatre pour respecter les règles en vigueur dans leur pays, pour ensuite leur dire « Ouais, mais en fait, même si vous respectez les règles, on veut plus, on a réfléchi. » Compliqué. Surtout dans une période où, ce qui a fait également, et je l'ai pas mis dans mes 3 points, mais ce qui a fait également monter le Bitcoin, c'est qu'il y a eu une crise sanitaire sans précédent, qui a mis un bouleversement énorme d'un point de vue économique. Il y aura des retombées sur le monde financier, et il y a des gens qui pour la première fois se disent « Oula, je dois pas juste me contenter de mes acquis, je dois trouver des alternatives, et vite !» Et ça a donné un gros gain d'intérêt à cette technologie, parce qu'elle a été créée pour ça. Et puis c'est toujours pareil, on ne se rend compte de nos libertés que quand on nous en prive. Et les gens qui n'avaient jamais remis en cause leur banque ne s'intéressaient pas aux solutions alternatives. Quand ils se sont dit, oula, il y a un vrai gros problème, tout le monde va retirer, il y a des gens qui se battent pour du papier toilette, comment je protège ma valeur, moi? Et donc ils ont fait des recherches, et donc ils ont pris conscience de ces solutions qui jusqu'à présent n'étaient pas nécessaires à leur vie. Et donc même si c'est vrai que le Bitcoin pourrait encore être interdit d'un point de vue légal, je ne vois pas comment ça pourrait être possible, car jusqu'à présent, ils ont avancé dans le bon sens, donc très dur de faire demi-tour sur des décisions. Et l'intérêt
commun, l'avis positif du monde vis-à-vis de cette technologie est en train d'aller dans le bon sens. On s'y intéresse de plus en plus, on comprend qu'il n'y a pas que la spéculation, que c'est utile, et on comprend les valeurs qui l'ont fait créer. Beaucoup moins aujourd'hui que demain, mais par rapport à 2017, c'est plus du tout la même histoire. En 2016, j'avais vraiment du mal à avoir 500 ou 600 personnes intéressées à ce sujet. Aujourd'hui, j'interagis avec un peu plus de 300 000 personnes dans le monde, rien que sur la communauté francophone. Donc c'est plus pareil. La dimension fait que ça peut être compliqué à jouer. Et quand on a des pays comme la Chine qui va créer sa propre crypto-monnaie, est-ce que ça dépend du Bitcoin ou c'est un tout autre projet pour essayer justement de le contrecarrer? Alors, je pense, encore une fois, je ne peux que faire des plans sur la comète, donc je demande beaucoup de recul et je veux pas partir d'un mauvais œil et critiquer quelque chose qui n'existe pas encore. Mais je pense que la monnaie chinoise n'empruntera au Bitcoin que le principe de cryptographie, c'est-à-dire la méthode technique qui permet de tenir le réseau. Il y a de grandes chances que ce soit totalement opaque pour les gens qui l'utilisent et qui en ont, mais totalement transparent pour le gouvernement. Ils auront une petite liste pour voir qui a combien, quand, comment, qu'est-ce qu'il achète, pourquoi, où, qu'est-ce qu'il pense, en gros. Parce que mine de rien, en ayant une vue sur le compte en banque de quelqu'un, on sait tout ce qu'il fait, on sait tout ce qu'il vit, on connaît ses penchants, on connaît ses problèmes, on connaît ses intérêts, et on connaît son métier, sa vie, son rythme. Et c'est un pouvoir, encore une fois, la technologie de la blockchain est très puissante. Le Bitcoin, lui, emmène les bonnes valeurs. Mais on peut très bien prendre la technologie du Bitcoin uniquement pour que ce soit rapide et avec très peu de frais, mais enlever tout le côté décentralisé, enlever tout le côté transparent. Et donc, il faut bien comprendre ça. Je pense que ça va dépendre de l'application qu'ils vont faire de cet outil très puissant qu'est la blockchain. On peut faire un parallèle direct avec un fusil là. La technologie est incroyable et elle permet à l'homme de se défendre à l'époque des animaux et d'aller chasser, sauf qu'on a bien vu que l'être humain était capable d'avoir plein d'autres idées et d'usages pour un fusil. Je voudrais finir, après on ira un peu sur la problématique aussi énergétique et technologique qu'il y a derrière, qui pourrait être aussi une limite à ça. Pour bien comprendre aussi quels sont les risques liés aux échanges et à la détention aussi de Bitcoin et des autres crypto-monnaies, puisque donc la technologie en elle-même est inviolable, mais néanmoins, quand on la détient pas en physique, quand on détient pas ces bitcoins en physique, ils sont stockés quelque part sur des plateformes qui ne sont pas des banques, qui ne sont pas forcément reconnues, donc il n'y a pas. À quel point en fait c'est structuré et à quel point où on en est en fait de cette stabilisation des acteurs, du marché, puisque c'est souvent présenté comme un truc qui est encore pour les trafiquants, on entend souvent ça, même encore quand on regarde le JT de 20h, ça sert surtout à acheter de la drogue, acheter des armes, enfin, on est encore dans ce cliché. Ouais, c'est de la désinformation complète. Hein. À l'époque, on pouvait comprendre parce qu'au tout début, il n'y avait aucune régulation, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est pas le Bitcoin qui servait à ça. Il n'avait pas été créé pour ça. Mais les premières personnes à chercher une alternative pour faire passer de la valeur sans contrôle sont des personnes qui ont besoin de faire passer de la valeur sans contrôle. Donc, forcément, au début, ceux qui ont percé le mystère avant les autres, parce que la problématique de la décentralisation n'était pas encore là, ou alors elle était très peu présente. En 2008, il y avait quand même un arrière-goût de on a besoin de ces solutions. Mais les premières personnes qui l'ont utilisé, certes, c'était pour faire des choses qui se doivent de rester confidentielles et qui veulent cacher. Mais ça, c'était à l'époque. Maintenant, c'est devenu mainstream. Aujourd'hui, c'est 0,12% le taux de blanchiment d'argent sur Bitcoin. C'est un taux qui est largement inférieur à ce qu'il y a sur l'euro et sur le dollar. Donc non, c'est une bêtise, c'est une vraie erreur de compréhension, c'est un vrai mensonge. Les télés, les chaînes et les différents médias qui disent ça sont des médias qui ont voulu en parler parce que le mot Bitcoin fait des clics en ce moment, mais qui ne se sont pas suffisamment renseignés et qui n'ont pas compris. Ça, c'est un fait. Maintenant, comment ? Eh bien, en fait, il faut comprendre que Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais, si tu me le dis, et uniquement si tu me le dis, que l'adresse 32248, c'est la tienne. Ce qui veut dire que quand tu fais une transaction de 1000 bitcoins, et je te le souhaite, eh bien je vois que 32248 a fait une transaction de 1000 bitcoins. Tout est transparent. Mais je ne sais que c'est toi uniquement si je regarde et si tu me le dis en quelque sorte. Il n'y a pas marqué sur la blockchain ton identité derrière. Et donc ce qu'ils ont fait pour réguler, c'est l'application d'un KYC parfait. Et en France, on pourrait même dire trop strict. En gros, quand on veut échanger du bitcoin ou en recevoir, quand on va générer une nouvelle adresse et qu'on veut leur revendre, c'est-à-dire en faire rentrer de l'argent fiat, des euros et des dollars, vers le bitcoin ou faire l'inverse, revendre ces bitcoins contre des euros ou des dollars, ce qui
ce serait la base de l'action de blanchir d'ailleurs, hein, eh bien à ce moment-là, et précisément à ce moment-là, on se doit de remplir un KYC complet. Ça veut dire Know Your Customers, c'est-à-dire vous devez connaître votre client, et c'est une norme mondiale qui fait que l'on doit avoir la pièce d'identité de la personne qui veut procéder à l'échange, un justificatif de domicile, si c'est une personne qui envoie beaucoup d'argent ou qui veut en sortir beaucoup, une justification sur ses fonds. Et ça, pour le coup, bien que c'est un contrôle des gouvernements sur ce qui se passe un peu sur Bitcoin, du moins qui rentre, qui sort dessus, ça empêche carrément intégralement, parce que c'est jamais à 100% non plus, le blanchiment. Parce que Bitcoin, contrairement à un échange de cash, il laisse une trace. C'est la pire idée au monde d'aller faire quelque chose d'illégal avec du Bitcoin. Autant le faire avec du cash. Le Bitcoin, c'est exactement pareil, mais ça va laisser une trace dans un registre qui ne s'effacera jamais. Avec les outils qu'on a eu en 2020, il y a Chain Analysis, qui est quelqu'un qui analyse et qui remonte les transactions, qui a réussi à obtenir des adresses qui ont fait des échanges sur des sites pédopornographie en 2013, donc ça remonte, hein. On est sur plus de 8 ans, et qui grâce à des vieilles adresses qui avaient fait des choses illégales et qui pour ressortir de l'argent aujourd'hui ont donné leur KYC, ils ont réussi en moins de 2 mois ou 3 mois d'analyse avec des forces spéciales d'aller et de retrouver le fondateur et de faire tomber son site internet 8 ans après. Donc en gros, tous les crimes qui ont été commis sur Bitcoin sont écrits. Mais on a ça parce que sur le moment justement où on veut aller sur des monnaies fiat. Si demain on peut payer en Bitcoin, on n'a plus cette barrière en fait c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de s'identifier, ce qui peut être aussi souhaitable pour beaucoup de gens. Mais alors, ça peut être souhaitable pour beaucoup de gens, mais ça c'est le problème de l'anonymat. Je comprends tout à fait le mec qui dit ça regarde personne, quelle marque de pot de yaourt je mange, j'ai envie de le cacher. C'est louable. Mais malheureusement, la personne qui veut un anonymat complet, je parle pas d'une discrétion, la pseudonymité c'est bien pour ça. Je parle de quelqu'un qui a vraiment un dégoût profond pour le fait d'être tracé et qui se veut être un anonyme pur et dur. Malheureusement, sur 100 personnes avec ce genre de comportement, il y en a quand même que 10 qui veulent protéger leur vie privée. Il y en a un bon 90 qui sont pas là que pour protéger la marque des yaourts qu'elles mangent. Ok. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est assez complexe parce que c'est un jeu de funambule. Des fois, les gouvernements en ont abusé. On l'a bien vu. Il y a eu de l'espionnage industriel aux États-Unis, l'histoire Snowden. Enfin, il y a eu des centaines d'exemples qui font que dès qu'on en laisse un peu trop au gouvernement, c'est lui qui abuse. Mais à l'inverse, dès qu'on laisse un peu trop de liberté aux citoyens, c'est lui qui abuse. On en revient à un problème d'humain finalement. Mais le paiement fait qu'on devra s'identifier quand même. Mais il va y avoir des moyens de s'identifier sans dire qui nous sommes. C'est ça qui est incroyable. Non mais d'accord. Donc on est sur une alternative vraiment très crédible, qui est naissante, hein, qui est en train de se stabiliser, mais qui peut demain devenir un nouvel étalon or, enfin une espèce, une vraie valeur refuge décentralisée, qui n'est pas contrôlée, qui peut être une réponse justement pour des gens qui cherchent, qui ont peur de l'instabilité financière. Et on voit qu'on imprime avec la quantité de dettes qu'on imprime aujourd'hui, on se dit aussi qu'à terme, enfin certains disent qu'à terme il y a un risque sur les banques, sur les monnaies, qui pourrait avoir de l'inflation. Aujourd'hui c'est pas encore ça parce que l'inflation est sur les marchés, mais que donc c'est une alternative à tout ça, et ça a été construit comme tel, et que peut-être que demain, ça peut devenir aussi quelque chose qui puisse s'échanger et qui permette de jouer le rôle qui remplit la fonction de la monnaie, qui est de transférer, d'échanger de la valeur. Tout à fait. Est-ce que, je voudrais qu'on aille sur la viabilité aussi sur le long terme, puisque une des critiques qui est faite est liée à l'impact écologique, puisqu'on sait que les cryptos sont faites avec beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et que donc, dans un contexte actuel, dans le contexte énergétique et écologique actuel, certains disent que ça n'a pas de sens d'imaginer remplacer les monnaies actuelles par des crypto-monnaies. Mais en même temps, c'est ce que tu as dit, ça fait que le Bitcoin est lié au monde physique via l'énergie indirectement qu'il requiert pour être créé, et que donc ça en fait une monnaie quelque part plus réelle, surtout quand on voit, comme j'ai dit, la création monétaire faite à partir de rien du tout en fait. Qu'est-ce que tu peux dire de l'impact écologique actuel des crypto-monnaies? Est-ce que c'est une chose qui peut être réglée à terme? Et est-ce que, comme certains peuvent le penser, ça ne condamne pas de fait les cryptos à ne jamais devenir de vraies monnaies d'échange si demain on a une crise par exemple sur la quantité d'énergie disponible? Alors déjà, on parle d'une technologie qui consomme de l'électricité. L'une des rares énergies qu'on arrive à générer de façon verte.
Donc déjà, rappelons-nous quand même qu'on est sur une nouvelle technologie qui se base sur quelque chose où, quitte à se concentrer sur quelque chose, on sait générer de l'énergie verte. Alors que là, on est quand même dans une époque où on voit des associations qui se battent contre des centrales nucléaires en disant que c'est une aberration et qui font fermer des centrales nucléaires en forçant des gouvernements à se tourner vers des puits de charbon. On est dans un monde où on a l'impression que tout est un problème en fait. Déjà, on parle de l'électricité. Ensuite, il y a quelque chose à savoir. Le mineur d'électricité, et non pas parce que c'est un bon être humain, est un être qui comprend qu'il doit vivre en communion et protéger son environnement. Mais le mineur va consommer à plus de 70 ou 80%. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est dans cette échelle-là, de l'énergie verte. Toute la consommation du réseau Bitcoin est assurée à 70 ou 80% par de l'énergie verte. Et j'aimerais vous dire que c'est parce que les mineurs font attention à l'environnement, mais pas du tout. Les mineurs ont besoin de payer l'électricité le moins cher possible pour que ce soit rentable, entre guillemets, d'extraire ce Bitcoin et de sécuriser les transactions. Et donc, ils vont là où il y a de l'énergie que personne ne veut, c'est-à-dire les sources géothermiques en Islande, c'est-à-dire les barrages hydroélectriques qui proposent de l'électricité pas trop chère que 8 mois dans l'année quand il pleut trop, etc., etc. Et elle se localise physiquement proche de ces sources, c'est ça ? Exactement. Donc, de base, en plus d'être un apport électrique, c'est un apport qui, de par raison capitaliste, est à grande majorité de l'énergie verte, premièrement. La deuxième chose, c'est que dans les mêmes proportions, d'accord, le réseau, les différentes crypto-monnaies consomment 7 fois moins d'énergie que le système d'impression, de gestion des billets, des distributeurs et que le système financier actuel. Dans les mêmes proportions, je dis bien. Donc, oui, c'est vraiment quelqu'un qui consomme 5, qui regarde quelqu'un qui propose une nouvelle technologie qui consomme 2 et qui lui dit « Ouais, mais ça marchera pas, ça consomme 2 quand même. » C'est facile. Et ensuite, les gens disent « Ouais, ça consomme tout autant que tel pays. » Venez, on fait un petit calcul de ce que consomme le système financier mondial à l'heure actuelle. C'est pas un petit pays perdu qu'on va comparer à ça. Ça va être quelque chose de beaucoup plus gros. Donc c'est un par rapport à quoi ? Et par rapport au service qu'il rend, ce n'est pas une aberration. Il y a une raison quand même qui fait qu'on en parle beaucoup, c'est que les médias, tout comme ça blanchit de l'argent, ça fait du clic. Donc quand on s'intéresse au Bitcoin et qu'en plus on y met un scandale en mode aberration écologique, boum, ça porte beaucoup d'intérêt dessus et c'est parfait pour les médias. Voilà pourquoi ça s'est énormément répercuté. J'ai pas le nom du média, mais ça vient d'un média à la base. C'est une bêtise qu'a sorti un média. Et je dois malgré tout faire l'avocat du diable en donnant quand même un point contre, parce que là je viens quand même que de donner des points pour, qui sont des bêtises qui disent que Bitcoin ne consomme pas trop. Il ne consomme pas trop, c'est une bêtise, mais une partie de sa consommation est inutile. Et ça, il faut être capable de se rendre compte. J'ai fait une vidéo entière qui s'appelle « Et si le Bitcoin ne consommait jamais plus ?» En gros, pour faire très très simple, le Bitcoin, si demain il y a 2 fois plus de mineurs, ça va consommer 2 fois plus d'énergie, mais ça ne permettra pas de gérer 2 fois plus de transactions. À partir de ce moment-là, le réseau consomme de plus en plus parce qu'il est plus miné, il est plus utilisé, mais n'apporte pas plus de transactions. Et ça, c'est un modèle qui, d'un point de vue humain, qui se veut d'être durable dans le temps, n'est pas scalable. Mais, petit a, on peut l'améliorer. Il y a des moyens d'améliorer techniquement cette consommation d'énergie et de l'optimiser à travers le temps. Et petit 2, il y a des nouvelles formes de blockchain qui vont jusqu'à consommer 10 000 fois moins que le Bitcoin. Et on pourrait même imaginer des surcouches Bitcoin qui, elles, ne rajouteraient pas de consommation d'énergie et permettraient quand même de faire plus de transactions. Puisque ça va en gros faire plus de transactions off-chain, c'est-à-dire hors de la blockchain, et envoyer que le strict nécessaire sur la blockchain Bitcoin. Je m'explique. Imaginons que tu me donnes 10 €, je te rends 5, tu me rends 2, je te rends 1, eh bien on peut tout simplement faire l'addition et les soustractions de ce qu'on s'est fait et résumer tout ça en un seul échange. Tu es d'accord ? Et on peut donc diminuer par 7 les échanges qu'il y a eu entre nous avec la même finalité. C'est le concept très 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 simplifié du Lightning Network. Là, c'est vrai, là je l'ai vraiment simplifié. Mais en gros, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que non seulement c'est pas une aberration, c'est une vraie grosse incompréhension. Et les seuls petits problèmes qu'il y a réellement, ils sont réglables à travers le temps et on a les outils pour les améliorer. Donc ça, tout comme le blanchiment d'argent, c'est une bêtise. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution ? Je ne sais pas à quel point tu es spécialiste des autres sujets monétaires, mais certains disent qu'il y a des risques à terme, comme j'ai expliqué, sur une monnaie comme l'euro, voire même le dollar, avec la quantité qu'on imprime, et tu as un peu évoqué le sujet. Est-ce que tu penses que toi, à terme, le Bitcoin
peut-être quelque chose de plus sûr que ces monnaies qui aujourd'hui sont les monnaies de référence? Alors oui, modulo le fait que je ne suis pas un expert et je ne dois pas avoir la maturité et le recul financier que vous avez. Déjà parce que moi je me suis construit en découvrant le modèle financier Bitcoin avant de comprendre celui traditionnel, que je suis encore en train de découvrir à côté, c'est aberrant d'ailleurs, ça fait peur, mais je l'ai appris dans l'autre sens, donc je me permettrai pas de donner mon avis sur la question où je me sens pas vraiment pertinent. Et par contre, j'ai compris quelque chose, là où pour moi Bitcoin est une évolution, car dans la vie d'Européens que nous avons, un système qui est vraiment développé, on voit qu'on peut améliorer des choses. J'ai rencontré des Africains qui, eux, m'ont parlé de Bitcoin comme étant réellement un sauveur. En mode, nous, notre monnaie perdait 20% par jour. Ça nous a sauvé la vie. Le Bitcoin, c'était la seule solution qu'on ait eue. Et donc, ces gens-là ont, de par leur expérience, leur triste expérience, ont déjà eu l'application de Bitcoin qui les a sauvés. Alors que moi, je vois tout ce qu'on peut faire de cet outil, comment on peut l'améliorer. Eux, ils ont déjà survécu grâce à ça. Et donc, quand je vois la monnaie du Venezuela qui s'est effondrée et le cours du Bitcoin au Venezuela, enfin les demandes de Bitcoin qui ont explosé à la hausse, quand je vois comment la Grèce et certains citoyens ont pu rebondir et protéger leurs valeurs face au Bitcoin, je peux déjà le dire que, en fonction de l'expérience que j'avais eue, que j'aurais eue, je pourrais dire oui, Bitcoin est une alternative. Est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce qu'elle est beaucoup plus durable? Moi, je le pense, mais c'est le temps qui nous le dira. Mais en attendant, oui, pour certains et dans certains cas, c'est une réponse, très clairement. Si on prend du recul par rapport à tous ces mouvements financiers dont on a parlé là, notamment récemment, il y a une chose moi qui me frappe, c'est la concentration de valeur sur les assets numériques. Tu vois, on voit que la valeur des bourses américaines est concentrée dans les entreprises en fait qui sont issues du numérique, soit directement soit indirectement, notamment dans les GAFA qui représentent une part énorme de la valorisation totale. Les entreprises qui passent le mieux la crise, y compris cette crise sanitaire, sont celles qui maîtrisent les outils numériques. Et on voit qu'il y a eu forcément aussi, avec tout ce que ça implique, le fait de travailler à distance, etc. Et on voit ces monnaies numériques donc qui prennent de la valeur. Toi, t'es jeune, t'as 23 ans, t'es autodidacte, tu as une influence déjà forte et grandissante via ta communauté en ligne. Comment est-ce que tu perçois et tu vis ce basculement, en fait, qui peut être un basculement d'époque, si tu veux, vers le tout numérique? C'est quoi cette vie numérique et comment tu la vis, toi? Alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais, tu peux répondre à celle que tu veux. je vois ça comme une suite logique de ce que j'ai connu moi. Mais bon, à l'âge de 12 ans, j'avais un téléphone dans la main. Donc mon père ne le verrait peut-être pas de la même façon et confronter son point de vue au mien pourrait être très intéressant étant donné qu'il connaît aussi la technologie des crypto-monnaies et il doit la vivre différemment. J'ai juste peur d'une chose, ça va très vite. On a mis 40 ans pour passer d'une révolution industrielle à une autre, 30 ans entre le protocole TCP/IP et Internet comme on le connaît aujourd'hui. Entre le moment où on découvre Internet et sa vraie application Google, ça a été encore plus vite. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on découvre une technologie, on passe encore plus vite à celle d'après. Et c'est une théorie, il me semble. Hein. Encore une fois, j'ai pas suffisamment je pourrais pas citer de bouquin là-dessus, mais j'avais lu une étude sur cette théorie d'accélération technologique qui est reprise par Factfulness dans son ouvrage, il me semble, et qui explique que tout va de plus en plus vite. Et le seul truc qui me fait peur, c'est que bien que la technologie soit vraiment scalable et qu'on va pouvoir l'améliorer quand on comprendra vraiment comment ça fonctionne, l'être humain est encore à la ramasse sur l'énergie. On n'arrive pas encore à générer de l'énergie de façon illimitée et de façon non polluante. On n'arrive pas encore à avancer certaines choses. Et le moins scalable, on sait que c'est l'humain. Et donc forcément, le jour où chaque minute, on va développer 50 secondes de choses à apprendre, l'éducation va être de plus en plus importante pour s'en sortir et pour survivre. Et c'est ça qui est important. Après, je me rends compte que c'est quand même important parce que la blockchain, je vois ça comme on transforme d'un point de vue technologique une valeur qui était purement humaine jusqu'à présent et ça n'allait plus à cause de cette accélération. La finance, la décentralisation, tout ça. Et ce que je me rends compte, c'est que pour moi, ça paraît logique et évident, même si je pense que je me dois d'aller prendre du recul et apprendre ce que je ne sais pas encore et comprendre ce que je n'ai pas encore compris, pour faire très simple. Je sais aussi que j'ai un jugement qui est en train d'évoluer, j'ai 23 ans, j'ai des postulats aujourd'hui, je sais que j'aurais honte de les avoir eus dans 2 ans, parce que je me souviens de ce que je disais en 2018, et je me dis, t'as vraiment dit ça, et je vois dans mes yeux que j'étais sûr de moi. Et ça, c'est effrayant. Et il faut être capable de le dire. Il faut être capable de dire, je suis trop jeune pour avoir des certitudes aujourd'hui. J'ai des postulats, je les défends, mais je reste toujours ouvert car je dois pouvoir
mon jugement doit encore être malléable. C'est super important. Donc je dois grandir avec tout ça. Je vois juste que ça s'accélère et c'est pour ça que j'essaye de démocratiser et c'est pour ça que ça me plaît également car je me rends compte que l'éducation va être de plus en plus important. L'éducation, c'est la seule chose qui est vraiment scalable. Aujourd'hui, si je veux de plus en plus de pierres autour de moi, je finirai par prendre les pierres que tu as chez toi. C'est comme ça, c'est la matière. Elle est limitée. Rien ne se crée, tout se transforme. Si je veux toutes les voitures blanches du monde, à un moment, je vais finir par prendre les voitures blanches des autres. Ou alors, on va devoir augmenter la production, etc., etc. Alors que le savoir, c'est un fluide qu'on peut multiplier. Ce que tu m'apprends en 1 minute, je peux, si je suis très pédagogue, l'apprendre à 10 personnes en 30 secondes. Et donc, ça peut se dupliquer. Donc, on peut s'en sortir. On a une voie, un cercle qui peut être un cercle vertueux de croissance, de développement, et la technologie peut se marier parfaitement. Bien qu'un outil à double tranchant, on en revient à l'image du fusil que je donnais tout à l'heure, on a les outils pour faire quelque chose de propre. Et surtout, le côté humain qui s'épanouit dans le capitalisme, c'est le développement. Quelle que soit l'espèce qu'on peut observer sur Terre, elle va se reproduire, elle va essayer de prendre de la place, de se développer. L'être humain est devenu intelligent, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas simplement se reproduire et essayer d'être le plus possible, que c'était pas scalable. On a commencé à développer différentes règles économiques, sociétales, qui font qu'aujourd'hui, on avance en société et on se développe. Et on est l'une des rares espèces à avoir fait ça. Et on se rend compte que on doit quand même s'épanouir dans le développement, avoir le droit chacun d'essayer de performer. Et le capitalisme a un petit peu absorbé, on va dire, cette course au développement de l'être humain. Et développement technologique, développement de tous les différents domaines. Et je me rends compte dans la blockchain, et c'est ce qui me plaît, on peut faire ça sainement. C'est le premier écosystème où c'est pas rentable de taper sur tout le monde autour de soi. Le plus rentable, c'est de tous collaborer pour que ce système reste autonome et décentralisé. C'est la première fois qu'ils ont réussi à faire un système pour que si tu es le plus gros requin, si tu es la pire espèce, si tu peux détruire tout autour de toi, eh bien le plus rentable, ce sera de prendre soin du système. Si tu as 51% de la puissance de calcul de Bitcoin, si tu peux en un claquement de doigts faire effondrer le système Bitcoin, eh bien tu le feras pas parce que tu seras simplement devenu le roi de quelque chose qui ne vaut plus rien. Et ça, c'est une valeur que d'un point de vue de très jeune être humain, je l'avais trouvé nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part, ni dans des écrits, ni dans des ouvrages, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu. Je n'avais jamais trouvé un modèle qui se pouvait être vertueux, du moins de ce que j'en comprends. Je pense qu'on va finir là-dessus. Je trouve que c'est une super conclusion de connaître ton point de vue sur le monde et sur le système et quelle valeur tu mets là-dedans. En espérant qu'il soit pas biaisé, évidemment, parce que je découvre des choses quand même, et puis il y a sur une jeune valeur qui est celle des crypto-monnaies, on est encore sur un marché pris à 90% par de la spéculation bête et méchante, donc on est encore pour un domaine qui peut porter d'aussi belles valeurs, on n'y est pas encore tout à fait, du moins pas uniquement. Mais c'est normal. La bulle d'Internet a fait qu'Internet a perdu toute sa valeur en quelques heures, alors que les gens avaient raison. 30 ans après, Internet est devenu ce qu'ils avaient prédit. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que effectivement tu as tout à fait conscience que tout ça bouge, que tu as encore plein de choses à apprendre, et je te rassure, même à mon âge, à 39 ans, j'ai toujours la même impression, puisqu'il y a énormément de choses qu'on découvre, et plus on creuse, plus on découvre tout ce qu'on ne sait pas finalement. Donc c'est sans fin, mais en tout cas j'aime beaucoup cette posture et je la partage à 100%. Alors peut-être, tu as déjà un petit peu répondu, j'allais finir, mais c'est une question que finalement que je pose souvent en fin d'interview. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui au contraire te rend optimiste par rapport à l'avenir, peut-être au-delà de ce sujet que tu viens d'évoquer, puisque tu me sembles quand même regarder beaucoup de choses. C'est un petit peu triste, Julien, mais il y a quelques rayons de soleil que je vois et j'essaye de m'y raccrocher, mais le truc qui me fait peur, c'est de voir qu'on accélère tellement que quand on aura compris qu'on aura fait une bêtise irrémédiable, il sera trop tard. Et j'ai un postulat assez pessimiste sur ce que je vois aujourd'hui. Je me rends compte qu'il faut être heureux et qu'il faut vivre pleinement parce qu'on a une chance énorme. Et moi, je m'intéresse également à l'univers, je m'intéresse également à comment fonctionnent toutes ces choses, les statistiques, les probabilités, pourquoi, comment, qui je suis, pourquoi je suis tout petit, pourquoi je suis dans le seul système solaire où on a pu étudier des êtres vivants, est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, je me rends compte que c'est quelque chose de très très large. Je me rends compte qu'on a eu une chance incroyable et que l'humanité elle-même peut tout gâcher. Mais je me rends compte également qu'il y a 5 ans, je l'aurais pas vu. Je me rends compte également que j'arrive à comprendre que c'est bien l'écologie, mais pourtant j'ai une voiture à essence et je viens au bureau avec.
Parce que même si je le sais, même si j'en ai conscience, il y a des choses, on peut pas tout changer du jour au lendemain, et même si on le fait, c'est un effet colibri, parce qu'il faudrait que toute la planète s'y mette, donc il faut qu'il y ait une prise de conscience globale pour qu'on fasse un vrai changement, et j'ai peur que cette prise de conscience globale arrive 5 heures avant qu'il y ait la vague géante qui nous tue tous. Si c'est une vague, bien entendu, j'en ai aucune idée. Et qu'au moment où on s'en rende compte, on puisse juste se dire, mince, il y a des gens qui l'avaient dit. C'est tout. C'est ce que j'espère. Mais je me fais peur. Je me rends compte également que beaucoup d'êtres humains sont volontairement méchants, et je me rends compte également que c'est beaucoup plus dur d'espérer et de développer le monde que de se dire, bon bah tant pis, perdu pour perdu, de toute façon mes actions n'auront aucun impact. C'est dur d'arriver, 23 ans, de se prendre ça dans la tête et de se dire, allez, lève-toi, travaille. Du coup, j'essaye de m'épanouir. J'essaye de me faire plaisir quand même, parce qu'il faut être heureux, je pense, c'est le seul moyen de vraiment travailler fort et d'essayer de contribuer à tout ça. Je veux quand même mon profit, me développer, avoir le droit de grandir, avoir le droit de m'exprimer, d'avoir de la reconnaissance, de vivre en quelque sorte. Mais j'essaye de faire ça avec des valeurs que je considère comme saines, car je ferai des erreurs comme tout le monde, mais autant faire des erreurs que je mérite parce que j'ai essayé, et même si j'y arrive pas, je veux essayer d'apporter cette pierre à cet édifice géant qu'est l'humanité, et peut-être un jour laisser quelque chose qui sera utile et qui pourra peut-être permettre à l'humanité de se développer dans un environnement sain, qu'on aura réussi à inverser du cercle vicieux au cercle vertueux, durable, et de faire quelque chose dont on sera tous fiers à la fin, quoi. Je pense que c'est possible. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Owen. Merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sismic est un podcast indépendant et j'ai décidé de m'y consacrer maintenant à plein temps. Concrètement, ça veut dire que j'ai plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer cette enquête sur les changements du monde et sur quoi en faire. Si vous appréciez mon travail, je vous invite donc à m'aider à le diffuser via vos réseaux et aussi à faire un don sur sismic.fr. En devenant donateur, vous accédez à une communauté privée et à la possibilité de vous connecter à d'autres auditeurs et aussi, très bientôt, à avoir accès à d'autres contenus exclusifs. Toutes les informations sont sur sismic.fr et dans les notes de cet épisode. Merci pour votre écoute et à très vite. Changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer ?